Creusez sous les hôtels de luxe et les chantiers de construction moderne et vous verrez que Budapest, la capitale de la Hongrie, cache un formidable royaume souterrain. C'est incroyable, cette machine fonctionne toujours. Quel labyrinthe! Un monde obscur de caves anciennes et de mers enfouies. On se croirait dans l'antre du diable. Oui. Des invasions tartares à la chute de l'Empire romain, de la prise de pouvoir des Turcs aux combats sanglants de la Seconde Guerre mondiale, Budapest a traversé plus de 2 millénaires de guerre et de destruction. Mais tandis que la plupart des villes bâtissaient des châteaux forts, Budapest organisait son royaume en sous-sol. Voici l'hôpital souterrain. À Budapest, 9 personnes sur 10 ignorent son existence. Grâce à des experts, nous allons découvrir les accès dérobés et ouvrir les portes derrière lesquelles se cachent les secrets d'une ville troglodyte. Il vient de trouver quelque chose. Nous explorons les strates du temps pour découvrir l'histoire secrète de Budapest. Située au cœur de l'Europe occidentale, la capitale de la Hongrie est une ville unique en son genre, où 2 millions d'habitants vivent au-dessus d'un réseau de galeries vieux d'une vingtaine de millions d'années. Bonjour, je m'appelle Eric Geller et je me trouve à Budapest, une ville qui a été assiégée pendant près de 2 millénaires. Gouvernée par les Romains et les Ottomans, elle a été mise à sac par les Huns et les Mongols avant d'être pratiquement rayée de la carte pendant la Seconde Guerre mondiale. Les traces du passé turbulent de cette ville sont omniprésentes. Mais il existe aussi une face cachée, un monde secret qui bouillonne sous cette capitale depuis la nuit des temps. L'histoire souterraine de Budapest remonte à une vingtaine de millions d'années, à l'époque où les galeries situées sous la ville ont été creusées par les eaux thermales issues des entrailles de la Terre. Aucune autre capitale du globe n'est bâtie sur un réseau d'une telle importance. Les parois naturelles et les murs de soutènement supportent littéralement la ville en surface. Aujourd'hui encore, les entrailles de Budapest gardent les traces de sa jeunesse chaotique. La Budapest d'aujourd'hui est une ville dynamique d'1 800 000 habitants. Elle a des sources thermales bouillonnantes, des marchés animés et ses ponts majestueux enjambent le Danube. Près de 20 ans après la chute du communisme, la ville se développe à un rythme effréné. Le rideau de fer ayant été levé, on peut enfin explorer les grottes qui ont permis l'édification de cette capitale en pleine effervescence. Les galeries souterraines se trouvent du côté occidental. Cette capitale est née en 1873 de la réunification de Buda et de Pest, situées autrefois de part et d'autre du Danube. D'un côté, les étendues planes de Pest, de l'autre, le relief vallonné de Buda. Aujourd'hui, Budapest est la 8e plus grande ville de l'Union européenne. Mais que s'est-il donc passé dans ces grottes des collines de Buda? Je m'apprête à pénétrer dans un monde enfoui qui a vu les premiers hommes des cavernes, qui gardent les vestiges de la présence des Turcs et des Romains, et où se sont déroulées certaines des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Mon séjour commence dans le dédale des galeries de Pálvölgy-Mátyásgy. Ce réseau a été découvert il y a tout juste un siècle. Aujourd'hui, c'est le terrain de jeu des explorateurs urbains. Szilárd, Bienvenue dans les galeries de Pálvölgy-Mátyásgy. merci. Votre équipement est là-bas. Parfait, il faut que je me harnache. Je rejoins Szilárd Drégos, explorateur de grottes urbaines. Szilárd va me faire découvrir l'un des plus longs réseaux de galeries souterraines de Budapest. Nous sommes au milieu de la rue, n'est-ce pas? Il y a des maisons, des immeubles et une grotte en plein cœur de Budapest. Oui. On a répertorié sous Budapest près de 170 grottes souterraines formées par les sources thermales. Les galeries du réseau Pálvölgy-Mátyásgy font partie des plus récentes découvertes. Une carte des lieux a été dressée au début du XXe siècle. Le sol s'était brutalement dérobé sous les pieds d'une chèvre qui broutait. Les résidents ont donc commencé à explorer les 20 km de labyrinthe en sous-sol. On ouvre la porte. Assurez bien chaque prise et chaque marche. D'accord. On a déjà descendu une dizaine de mètres et j'ai l'impression qu'il va falloir se glisser à travers un passage très étroit. C'est comme un parc d'attractions. D'accord, je me laisse glisser. Ça paraît facile quand on le voit faire.
Si je dois mourir, dites à ma mère que je l'aime. Les grottes serpentent sur des kilomètres. Je ne m'attendais pas à un tel dédale sous une capitale. J'aurais pas dû manger autant de goulash. Nous avons déjà parcouru une quinzaine de mètres en profondeur et la caverne s'enfonce davantage. Le point le plus profond des grottes se situe à une centaine de mètres sous la surface. Au-dessus de nous, il y a donc une maison, une route et des voitures. Ouais, il y a tout ça. Montrez-moi où nous sommes. Où est-ce qu'on est entré? On est entré ici, on a glissé par là, jusqu'à la grande salle. Selon Szilard, il pourrait exister plusieurs centaines d'autres réseaux sous la ville qui attendent d'être explorés. Mais ils ne sont pas faciles à découvrir. Le développement urbain en surface rend de plus en plus difficile l'investigation de ce monde souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fossile. Nous avons un fossile de coquillage ici. C'est un morceau d'oursin. Mais que peut bien faire un fossile d'oursin 15 mètres sous Budapest? Étonnamment, il y a 8 millions d'années, cette grotte était immergée sous le lac Pannon, dont les eaux saumâtres se sont mystérieusement évaporées au cours des 10 000 dernières années. Autrefois, la Hongrie et la plupart des pays de la région étaient immergés sous le lac Pannon. Le fossile que j'ai trouvé date de cette époque. Par la suite, au terme d'un processus de plusieurs millions d'années, les sédiments marins et les ossements d'origine zoologique ont formé des couches de dolomite et de calcaire sur une profondeur proche de 1700 mètres. La région de Budapest a émergé comme une île. L'eau a fini par se retirer et les glissements tectoniques ont engendré les collines de Buda le long de la ligne de faille où coule désormais le Danube. Mais alors, comment les grottes se sont-elles formées? Le glissement des plaques tectoniques qui a donné naissance au relief de la ville a généré des failles et des fissures dans les nappes aquifères, dans lesquelles se sont formées d'importantes poches d'eau. Issue d'un processus qui a commencé il y a 2 millions d'années, cette eau riche en hydrogène sulfuré et en gaz carbonique est restée piégée à quelques mètres sous la surface terrestre. Au fil du temps, l'eau de pluie s'est infiltrée à travers le calcaire, augmentant le volume des nappes et l'enrichissant en éléments minéraux. Les eaux thermales ont dissous les roches pour se répandre à travers les canaux, créant des cavités et des galeries. 2 millions d'années plus tard, l'eau s'est retirée, mais les grottes perdurent. Aujourd'hui, ce monde souterrain recèle des millions d'années d'histoire. Pour y accéder, je dois me rendre sous le quartier de la colline du Château. La colline du Château est l'un des très anciens quartiers de la ville et abrite l'un des plus longs réseaux de galeries calcaires souterraines au monde. Je me rends à l'Université d'économie et de technologie de Budapest pour y rencontrer le docteur Tamás Mézos, un professeur qui a étudié ce monde enfoui sous la capitale. Il existe une autre ville sous les rues de la colline du Château. C'est vrai. Nous disposons d'un vaste réseau de galeries souterraines, comme il n'en existe nulle part ailleurs. Ce réseau a été redécouvert en 1818, lorsqu'un cheval a littéralement été happé par le sol. Les autorités ont alors décidé de mener une enquête. Quelques années plus tard, la municipalité avait établi un relevé très détaillé des galeries situées sous la ville. Mais au tournant du siècle, ce précieux document a disparu. Aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est devenu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le 9e et le 13e siècle, il existait pratiquement une ville parallèle. Il est regrettable que nous ne disposions plus du relevé géologique. Et il est essentiel que nous entreprenions une nouvelle étude, car ce réseau de galeries fait partie de notre héritage. Un héritage en grande partie oublié, enveloppé de mystères et scellé dans les grottes de la colline du Château. Mais je me suis procuré un laissez-passer. Aujourd'hui, les rues de Budapest grouillent de commerces et de chalands, de touristes et d'hommes d'affaires. Chacun vaque à ses activités. Cet ancien poste avancé de l'armée romaine est désormais une métropole animée. Mais bien avant que les gratte-ciels ne sortent de terre, Budapest connaissait déjà une activité intense, sous terre. Des kilomètres de galeries serpentent le long des entrailles de Budapest. Mais c'est dans le réseau de grottes situées sous la colline du Château que l'histoire de la ville a débuté. Les parcourir revient à remonter le temps jusqu'à la période glaciaire.
L'histoire des grottes remonte au XIIIe siècle, à l'époque où le royaume hongrois était situé le long des plaines du Danube. Un terrain trop accessible qui a permis aux envahisseurs tartares d'anéantir des villages entiers et de massacrer la moitié de la population, laissant derrière eux un champ de ruines. Le souverain de l'époque était le roi Béla IV, à qui l'on attribue la reconstruction du royaume après sa mise à sac par les barbares. Béla IV a commencé par déplacer le siège du royaume vers les collines de Buda. Une manœuvre stratégique, car il connaissait l'existence des grottes et des puits qu'elles abritaient. Le royaume était enfin protégé en amont et en aval. Au Moyen-Âge, les 300 foyers de Buda étaient situés au-dessus de 285 sources thermales. Ainsi, la plupart des habitants avaient-ils accès au premier niveau des grottes depuis leur cave. Une commodité dont ils ont fait bon usage. Le vaste réseau de grottes qui serpente sous la ville est devenu une voie de communication souterraine. Mais pas pour longtemps. Les propriétaires des maisons ont peu à peu fait murer des portions de ce réseau, empêchant toute circulation. Au fil du temps, le grand labyrinthe est devenu une succession de caves individuelles. Aujourd'hui, la plupart des maisons de la colline du château possèdent un accès à cet espace souterrain préservé. Sous la surface, chaque demeure dispose d'un sous-sol. En dessous se trouvent les caves voûtées utilisées par les Turcs à l'époque médiévale et enfin le niveau des grottes naturelles. Et je suis un des rares privilégiés à pouvoir y accéder. Zoltán Bene est un ingénieur civil à la retraite. Il est accompagné d'Adina, notre interprète. Zoltán connaît ce réseau souterrain comme sa poche. C'est lui qu'on appelle en pleine nuit chaque fois qu'un explorateur en herbe s'aventure dans ce réseau, mais ne peut plus en sortir. C'est un labyrinthe incroyable. Je vois des couloirs ici, là, dans toutes les directions. Là, on aperçoit de la roche naturelle, des pierres anciennes et contemporaines. À la différence du réseau Palvelgi-Matiashgi, plus excentré, celui-ci a été habité dès l'époque romaine par tous les résidents de la colline du château. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer la roche naturelle des constructions. Chaque partie appartient à une maison différente. Tiens, cet escalier a l'air assez primitif. Cet escalier, comme tant d'autres, mène aux maisons médiévales et aux immeubles situés à la surface. Sous la chaussée, différentes époques se côtoient. Dans ces pièces isolées, les habitants mettaient leurs objets de valeur à l'abri des percepteurs. On pouvait donc creuser un espace pour y entreposer de la nourriture et des objets de valeur, sceller le tout, afin que le percepteur ou les envahisseurs ne découvrent rien. Dans cette cellule de fortune, on emprisonnait les ivrognes de la ville. On enchaînait les gens, c'est ça? Absolument. Ça devait calmer les esprits belliqueux et dégriser les plus avinés. Certains fossiles datent de la formation des grottes. C'est un os fossilisé là-haut. Et l'on trouve même les vestiges d'une époque que les Budapestois préféreraient oublier. Je me trouve dans une salle de désinfection qui date de la Seconde Guerre mondiale. Je ferais bien d'en sortir avant d'attraper une nouvelle infection du monde souterrain. En se promenant sous les rues de la capitale, il est facile d'oublier que l'on est au cœur de Budapest, même si certains indices nous le rappellent. Il y avait un palais au-dessus à une époque. C'était une sortie? Au Moyen-Âge, il y avait un palais au-dessus de ces galeries. Les grottes dans lesquelles nous étions servaient certainement d'entrepôt. Mais le bâtiment, comme tant d'autres, a été détruit au cours de l'histoire tourmentée de Budapest. Aujourd'hui, un terminal de bus occupe les lieux. Palais, terminaux de bus, maisons et hôtels, le poids des bâtiments pèse sur la structure fragile des grottes souterraines. Et l'édifice le plus lourd de la colline du château est certainement la célèbre église Mathias, érigée il y a 8 siècles. Depuis sa construction, les ingénieurs de la ville l'ont rénovée à 7 reprises. Des réhabilitations qui ont nécessité la consolidation des grottes en contrebas. Cette roche au-dessus de moi est extrêmement poreuse. Il faut donc régulièrement renforcer la structure avec des piliers et de la maçonnerie. Ils ont certainement condamné des portions de ces grottes, car sinon, l'église Mathias serait là où je me trouve en ce moment. Des effondrements se sont déjà produits. La maison d'au-dessus s'est fissurée.
La maison d'au-dessus s'est fissurée et il a fallu la consolider. Oui. La plomberie aussi a dû souffrir parce qu'il pleut sur nos têtes. Une multitude de piliers ont été érigés à travers les siècles. Mais aujourd'hui, la pression que subissent ces grottes est plus importante que jamais. Car au XXIe siècle, ce ne sont pas les bâtiments mais les bus qui posent problème. Les matériaux de construction modernes, comme l'acier ou le béton, sont plus légers que les pierres qu'on utilisait au Moyen-Âge. Le poids des immeubles récents ne représente donc pas une menace. Ce sont les bus à impériales chargés de touristes qui sillonnent la ville. Ces véhicules atteignent 10 tonnes. Lors de leur déplacement en ville, ils génèrent une onde de choc qui se propage à travers la roche calcaire. Les vibrations permanentes fragilisent les failles présentes dans les grottes qui menacent de s'effondrer. Afin de prévenir de plus amples dégâts, les bus sont proscrits de la colline du château. Ils ont été remplacés par des minibus qui assurent le transport en commun. Mais il n'existe aucun moyen de protéger les grottes contre la nature. La roche calcaire est extrêmement sensible à l'érosion due aux pluies acides que subissent toutes les grandes agglomérations. Tandis que la pollution s'accentue en surface et que les pluies acides continuent à s'infiltrer dans les grottes souterraines, les fondations calcaires de la ville s'effritent au fil du temps lorsqu'elles ne sont pas consolidées. Au cours des siècles, les grottes ont donné du fil à retordre aux ingénieurs. Mais ce sont les rares structures de la ville qui ont résisté aux bombardements intensifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 80% de la colline du château ont été détruits. Mais le réseau de galeries a permis à l'armée de poursuivre ses opérations sous terre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie était alliée à l'Allemagne nazie. Se préparant à combattre dans les rues de la ville, les forces de l'Axe ont raccordé le réseau de grottes en faisant sauter les murs installés par les propriétaires des maisons. Le dédale de galeries leur servait à déplacer les troupes d'un côté à l'autre de la ville. Cette salle leur servait de QG. Dans ces locaux situés sous la chaussée, ils ont installé l'eau et l'électricité, des sanitaires et des filtres à air. C'était une sirène ? On l'a déclenchée en cas de raid aérien ou pour alerter les soldats ? Ça devait faire plus de bruit que ça. Mais ça donne une idée de la fonction de cette salle pendant la guerre. Des guerres du Moyen-Âge à la bataille de Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale, les générations successives ont exploité les grottes millénaires enfouies sous la colline du château. Aujourd'hui, les habitants de Budapest commencent tout juste à explorer ce monde parallèle qui a été placé sous le sceau du secret durant la majeure partie du XXe siècle. Cet immeuble est l'un des rares bâtiments qui ont survécu au siège des Russes durant la Seconde Guerre mondiale. Les combats ont duré 2 mois. Les bombardements ont détruit plus de 70% des immeubles de la ville et fait de nombreuses victimes. Totalement encerclés, les armées hongroises et allemandes n'avaient qu'un endroit pour battre en retraite, sous terre. Au cours de son histoire, Budapest a été assiégée 32 fois. Mais le siège de la Seconde Guerre mondiale aura été de loin le plus destructeur. Quelques jours avant la fin 1944, une pluie de bombes s'abat sur Budapest. Une fois de plus, comme ce fut le cas pendant près d'un millénaire, la population et les troupes hongroises se réfugient dans les grottes de la colline du château. Les civils utilisent les sous-sols de leurs maisons comme abris anti-aériens. Les militaires investissent le réseau de galeries où ils établissent leur QG et bientôt un hôpital pour accueillir les blessés de plus en plus nombreux. Beaucoup d'habitants ont entendu parler d'un hôpital top secret qui aurait été installé dans les grottes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais rares sont ceux qui l'ont vu et il n'existe ni carte ni plan des lieux. Je m'apprête à retrouver Andrea Mackey, une guide de Budapest qui connaît tous les secrets de la colline du château. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Nous avons obtenu l'autorisation de visiter un lieu que peu de gens ont vu. Cet endroit est inconnu des 9/10 de la population locale. Il est très secret. C'est incroyable. C'est l'hôpital des grottes. Il a été installé au milieu des années 40, en prévision de la progression de la ligne de front ennemie. Les généraux hongrois, qui connaissaient l'existence de ce réseau de grottes sous la ville, l'ont utilisé à leur avantage. Ils savaient que les collines de Buda représentaient un lieu stratégique. Ils y ont donc installé leur QG et un hôpital en secret.
La structure est enfouie à une trentaine de mètres de profondeur, à peu près sous l'église Matthias. Je venais de visiter le dédale de galeries naturelles situé sous l'église, mais je n'avais remarqué aucune trace de cet hôpital, preuve de la confidentialité des lieux. L'entrée se voulait extrêmement discrète. Plutôt que de creuser le sol, les ingénieurs militaires ont foré un passage à travers le flanc nord de la colline. Après avoir rejoint le réseau de grottes naturelles et aménagé les couloirs en hôpital, les ingénieurs ont dû s'assurer que la nouvelle structure était capable de supporter le poids en surface. À une vingtaine de mètres de profondeur, la pression avoisine les 3 tonnes au mètre carré. La forme cylindrique des couloirs de l'hôpital répartit la pression sur les côtés et la refoule vers la terre. Les ingénieurs sont donc parvenus à percer une brèche jusqu'aux grottes et à les aménager en un hôpital souterrain top secret qui s'étire sur plus d'1,6 km sous la ville. Comme le tracé de l'hôpital épouse le dessin des grottes naturelles, les architectes ont été contraints de tirer le meilleur parti des dimensions asymétriques des galeries. Je vois qu'il y a une pente et des volumes étranges. C'est parce qu'à l'origine, il s'agit d'un réseau de grottes? Oui, tout à fait. La structure épouse la configuration naturelle des grottes. C'est un long réseau, très étiré. On retrouve les 5 salles principales, comme la salle d'opération ou la salle des urgences, ainsi que les salles de soins. L'hôpital pouvait accueillir 200 blessés. Mais à l'époque, 79 000 soldats étaient basés à Budapest pour combattre les Russes. Quelles étaient les conditions de vie dans cet hôpital pendant la guerre? Initialement, l'hôpital avait une capacité de 200 lits, mais vers la fin 1945, il y avait plus de 600 personnes. La majorité d'entre elles étaient des soldats, mais il y avait également des civils, le plus souvent gravement blessés. Il n'y avait ni eau courante ni ventilation. Les conditions d'hygiène étaient déplorables, car il n'y avait rien pour enrayer les infections ou la contamination bactérienne. De sorte que de nombreuses personnes sont mortes. Dans un hôpital, le manque de ventilation et l'air humide ne constituent pas des conditions d'hygiène idéales. Mais grâce à la protection des roches calcaires, ce dispensaire souterrain était quasiment à l'épreuve des bombes. Mais les soviétiques ne mettront pas longtemps à découvrir l'existence de cet endroit secret, scellant le triste sort des blessés. Les troupes soviétiques ont découvert ce lieu secret dont ils ne soupçonnaient pas jusque-là l'existence. Ils ont tué tout le monde à l'arme chimique. Un véritable massacre. Après la guerre, la ville anéantie est laissée sous contrôle soviétique et l'hôpital est abandonné. La Hongrie devient rapidement une nation communiste, de l'autre côté du rideau de fer. À la fin des années 60, la guerre froide contraint le gouvernement hongrois à transformer l'ancien hôpital en abri nucléaire. Ici, vous voyez ce gigantesque système de ventilation et de filtrage. Ils étaient prêts à affronter quelque chose d'effroyable. Ça n'a jamais servi? Non. Heureusement, il ne s'est rien passé dans les années 60. Il n'y a plus de menace atomique de nos jours. Mais ce système de ventilation et de filtrage de l'air est mis en route tous les jours afin d'empêcher que l'humidité n'abîme l'ensemble du dispositif. On peut donc appuyer sur un bouton pour voir si le système de filtration marche. Oui, tout à fait. Vous voulez bien l'allumer pour moi? Oui, bien sûr. Génial. Ça marche. Il y a des courroies qui entraînent la ventilation. Il y a un moteur. Ces appareils assèchent l'air à partir de ce conduit ici qui mène à ces pompes de filtrage. Le système ronronne bien. Je suis stupéfait qu'il fonctionne encore. Il aurait sauvé de nombreuses vies de communistes. Les couloirs, les salles de soins et les blocs opératoires sont remplis de fournitures qui datent de la guerre froide, en cas d'attaque massive sur la ville. Tout est très bien entreposé. Il y a des masques à gaz et des boîtes en fer blanc en parfait état. Un petit kit de morphine et même des lunettes protectrices. Bonjour, conduis-moi vers ton chef. Vas-y, zappe-moi. Des médicaments. C'était bon pour la guerre froide, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, comme il y a 60 ans, la plupart des habitants de la ville ignorent l'existence de cet hôpital souterrain. Mais cet établissement mi-naturel, mi-artificiel est là pour témoigner des jours les plus sombres de Budapest.
J'ai exploré les grottes qui ont servi d'abri à Budapest durant des millions d'années. Mais les entrailles de la ville cachent autre chose. Un monde plus enfoui, plus ancien encore. Un monde constitué d'eau qui a attiré les Romains vers cette ville et que je m'apprête à découvrir. Budapest est la seule capitale du monde qui dispose de 120 sources thermales riches en sels minéraux, dont la température varie de 21 à 76 degrés. Aujourd'hui, la ville est surnommée la station thermale et les bains publics sont depuis longtemps une habitude locale. L'État subventionne même les établissements thermaux pour leurs vertus sanitaires et les touristes affluent du monde entier pour venir soulager l'arthrite et les rhumatismes. À Budapest, l'usage des bains a débuté avec les Romains en 89 après Jésus-Christ. Ces derniers baptisèrent la ville Aquincum, bonne eau en latin. Et les ruines de leur Thermae Majores, l'un des plus vastes complexes d'Europe, se trouvent le long d'une des artères principales de la ville. Les Turcs ont perpétué la tradition des bains lors de leur conquête de 1526. Exploitant les mêmes sources que les Romains, ils ont augmenté le nombre des établissements. Mais il existe à Budapest une source légendaire dont l'origine est mystérieuse. Baptisée d'après le nom d'un moine ermite qui aurait soigné les malades grâce à ses vertus bienfaitrices, la source de Saint-Yvan est enfouie sous l'établissement thermal public le plus célèbre de la ville, les bains Gellert. Mais pourquoi Saint-Yvan était-il contraint de guérir en secret, alors que les Romains et les Turcs pouvaient bâtir des chefs-d'œuvre d'architecture pour le plaisir de la baignade en surface? En l'an 1000, quand l'empire païen de Budapest est devenu chrétien, les bains publics ont été considérés comme une obscénité. Selon la légende, Saint-Yvan aurait créé un sanctuaire souterrain pour continuer à soigner les malades. La légende est-elle vraie? Je le saurai en allant très profond sous ces bains. Monsieur Balázs? Oui, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Je retrouve Laurent Balázs, le directeur des bains Gellert. J'ai l'impression d'être revenu en 1920. Regardez ces plafonds voûtés, ce gigantesque dôme et ces vitraux. Chaque recoin est orné, c'est magnifique. On se croirait dans un palais de roi. Les bains Gellert ont été construits en 1918, mais ils reposent sur un édifice qui remonte bien avant l'origine de Budapest. Cet endroit date de l'ère romaine, il y a plus de 2000 ans. Ce sont les premiers à avoir exploité cette source. Elle est très particulière. C'est un lac d'environ 20 mètres de diamètre. Autrefois, ce lac était alimenté par une source utilisée par les Romains, puis par les Turcs. Ce serait, dit-on, la source de Saint-Yvan lui-même. Cette fois, on y va. Laurent m'emmène hors des limites de l'établissement pour que je puisse découvrir cette source légendaire par moi-même. Nous sommes aux portes de l'ancien puits. Son nom officiel est la porte de l'enfer. La porte de l'enfer? Vous allez être surpris. La porte de l'enfer est en réalité un vieux tunnel qui serpente sous la place Gellert. On m'a suggéré de retirer ma veste. Il faut croire qu'en enfer, on est décontracté. Au fond, la source naturelle maintient le tunnel à une température de 38 degrés. Je sens que l'enfer approche. Il faisait environ 27 derrière la porte. Et on a gagné quelques degrés. Il fait de plus en plus chaud. Ça se précise. L'eau est à plus de 38 degrés et la chaleur s'abat sur moi comme une chape de plomb tandis que j'avance vers la source. C'est la ventilation. Ce n'est pas le diable qui rugit, n'est-ce pas? C'est la ventilation. Je sens l'air frais qui souffle, c'est agréable. Mais quelque chose me dit que nous allons descendre dans les entrailles de l'enfer. Quelle chaleur, c'est incroyable. Voici la source originale des bains Gellert. J'ai l'impression d'être dans l'antre du diable. Quelle chaleur! Vous pouvez même toucher l'eau. Par ici. Je vois. Je peux descendre encore plus bas? Voici l'eau curative de Saint-Yvan. Il y a plus d'1 millier d'années, à l'époque de Saint-Yvan, la source se trouvait au niveau de la chaussée. Mais aujourd'hui, la place Gellert est surélevée d'une quinzaine de mètres. Avec l'accumulation de terre en surface, le plafond de cette salle subit une pression de 24 tonnes au mètre carré. Il aurait dû s'effondrer sur la source de Saint-Yvan. Mais lorsque les ingénieurs ont renforcé cette salle, au début du 19e siècle, ils ont ajouté une colonne de soutènement en granit massif.
Le granit est une roche magmatique très résistante, composée à 90% de minéraux durs, des propriétés qui permettent à ce pilier de soutenir le poids du square en surface. Mais si le développement de la ville n'a pas compromis l'intégrité structurale de la salle souterraine, il a altéré la qualité des eaux thermales de Saint-Yvan. Budapest s'agrandissant, le niveau du Danube est monté et ces eaux souillées se sont mélangées à la source, la contaminant au fil des années. Ainsi, au début des années 60, les ingénieurs de Budapest ont dû trouver une autre source pour alimenter les bains Gellert. À l'époque, ils ont utilisé les techniques de pointe en matière de forage et ils ont pu creuser un tunnel de 1600 mètres à travers les flancs de la colline et percer 13 puits le long de la galerie. À une profondeur d'environ 70 mètres, chaque puits donne sur une nappe d'eau souterraine située sous le mont Gellert. Comme les forages captent l'eau de la même nappe, l'établissement se contente d'en actionner 2 pour alimenter l'ensemble du complexe. Mais les ingénieurs ont trouvé bien plus qu'une nouvelle source d'eau douce. Les travaux du tunnel ont permis de découvrir une demeure aménagée dans la roche qui aurait appartenu à Saint-Yvan en personne. Quel changement! Il y a une réelle différence entre un tunnel artificiel et une grotte naturelle. Ce lieu aurait donc été la demeure de Saint-Yvan. Il aurait administré ses soins depuis cette plateforme. Qu'y a-t-il au-dessus de nous? La chapelle de roche. Elle est au-dessus de nous. La grotte dans laquelle nous sommes aurait abrité Saint-Yvan il y a plus de 1000 ans. Et juste au-dessus de nos têtes se trouve la célèbre chapelle de roche Saint-Istvan, ou Saint-Stéphane, baptisée d'après le nom du roi qui imposa le christianisme en Hongrie. En 1924, soit bien après l'époque de l'ermite Saint-Yvan, cette chapelle était habitée par des moines pauliniens, qui avaient sans doute eu vent de l'existence de leur illustre prédécesseur. Voyons ce qu'il y a là-haut. L'église de roche était reliée au monde souterrain de l'ermite par un étroit tunnel. J'en avais la preuve. Il a été conçu pour un homme plus svelte que moi, mais une épaisse couche de béton m'empêche d'aller plus loin. Car en 1951, la police secrète hongroise a fait irruption dans la chapelle pour arrêter les moines pauliniens avant de sceller l'accès souterrain qui menait aux sources. D'après mes estimations, il s'agissait certainement de la cave de la chapelle de roche. J'en déduis également que Saint-Yvan était plus mince que moi, car le passage est étroit. Aucune étude sérieuse n'a été menée sur cette grotte dérobée, mais les quelques indices glanés ne font que renforcer le mystère qui entoure ce moine légendaire. Les habitants et les milliers de touristes qui se rendent quotidiennement aux bains ignorent l'existence du monde aquatique qui s'étend sous leurs pieds. Un monde où les siphons modernes puisent l'eau de sources anciennes, perpétuant les baignades aux vertus curatives auxquelles s'adonnaient déjà les Romains, les Turcs, et qui sait, peut-être même un moine ermite nommé Saint-Yvan. Je me trouve dans un des nombreux tunnels du métro de Budapest. Mais ici, construire le métro ou entreprendre le moindre chantier urbain n'est pas une tâche aisée. Dès que vous creusez, vous tombez sur une grotte, une source thermale ou un hôpital souterrain. Les urbanistes doivent donc relever le défi suivant. Comment construire une ville moderne en surface sans détruire le sous-sol? À Budapest, les archéologues sont de véritables chasseurs de trésors. Car dès que l'on creuse le sol, il y a de fortes chances que l'on exhume des vestiges inestimables. Ici, comme dans la plupart des grandes villes, chaque jour, de nouveaux immeubles, de nouvelles lignes de métro et de nouvelles chaussées sont mises en chantier. Mais à cause du vaste réseau de grottes et de la richesse du patrimoine historique enfoui sous Budapest, les archéologues doivent veiller à préserver le passé sans entraver la marche du progrès. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Károly Magyar, du musée d'histoire de Budapest. Károly Magyar est un des principaux archéologues de Budapest. Il est sollicité sur les chantiers importants pour déterminer si les travaux risquent d'exhumer le passé de la ville. Károly et ses collègues ont découvert 2 nouveaux sites qui ont permis de réécrire l'histoire de Budapest. Le premier se trouve sous le chantier d'un nouvel hôtel. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un hôtel moderne. Mais nous avons trouvé des ruines médiévales dans les sous-sols de cet immeuble neuf.
C'est encore en travaux, naturellement. Bien sûr. Et nous quittons l'ère moderne pour pénétrer dans le Moyen-Âge. D'accord. Une minute. Regardez ce que j'ai sous les yeux. Ce sont des os ou des outils? Ce sont des os d'animal. Juste en dessous, vous pouvez apercevoir des structures en bois qui datent du XVe siècle. L'hôtel se construit directement au-dessus du passé de Budapest. Et dans la partie destinée à servir de sous-sol, Károly et ses collègues ont trouvé les ruines d'une tour du XVe siècle, réputée indestructible. Cet édifice est une pièce essentielle de l'histoire du royaume fortifié qui siégeait autrefois en ces lieux. C'était un lieu stratégique. Il semble qu'aux alentours de la moitié du XVIe siècle, cette partie de l'édifice se soit effondrée, très probablement sous le feu de l'artillerie ennemie. Nous avons trouvé des boulets de canon à l'intérieur, des boulets en pierre. Vous plaisantez? Celui-ci a une vingtaine de centimètres de diamètre. Mais de ce côté, il y en a de bien plus gros. C'est vrai? Qui font 40 à 50 cm de diamètre. On comprend que des projectiles de cette taille devaient sérieusement endommager la structure. Au XVIe siècle, la ville de Buda subissait régulièrement des assauts. Depuis 100 ans, les Ottomans lançaient des attaques contre la ville et cette tour était une cible prioritaire. Elle protégeait l'aile sud des murs d'enceinte de la cité, sur les rives du Danube. Mais elle avait également une autre fonction qui n'a été découverte que très récemment. Elle permettait de pomper l'eau jusqu'au palais. Elle se situait à une soixantaine de mètres au-dessus de ce site, au pied de la colline. Il devait y avoir un mécanisme de pompage qui acheminait l'eau jusqu'au sommet de la colline. Cette tour protégeait une pompe à eau du Moyen-Âge, une source de ravitaillement essentielle destinée au roi de Hongrie en personne. Sans elle, le palais royal n'était plus alimenté. Cette découverte est unique. C'est la première du genre en Hongrie. D'ailleurs, les archéologues ne sont toujours pas certains d'avoir élucidé son fonctionnement. Mais ils supposent que ce dispositif s'apparentait à celui d'une bascule. Une planche en bois culbutée au-dessus d'un canal relié à une source proche. La planche, d'environ 7 mètres de long, était fixée au mur par un axe et disposait vraisemblablement de récipients à chaque extrémité qui devaient pivoter lorsque la planche remontait. Les récipients puisaient l'eau du canal et la déversaient dans un conduit qui menait à la station de pompage suivante. Au terme du processus, l'eau était acheminée jusqu'au château, 60 mètres plus haut. Ce sont des fouilles là-bas? Oui. Si on reste là, qui sait ce qu'on pourra découvrir? Tiens, ça, c'est un morceau de cruche? Il semble dater du XVIe ou XVIIe siècle, c'est-à-dire de la fin de la période turque, du début de la période moderne. Et si les fouilles continuent, vous trouverez d'autres objets? On aimerait bien, mais la structure pose de sérieux problèmes et nous devons être extrêmement prudents. En 2 mois de fouilles, Károly a découvert les indices d'un mécanisme médiéval inédit, enfoui depuis des siècles. Si les excavations se poursuivent, elles pourraient permettre d'élucider le secret de la pompe à eau. Mais elles risquent aussi de déstabiliser les fondations de cet immeuble neuf. Ce site n'est pas le seul que Károly tente de sauver des bulldozers. À quelques pas de là, sur la place principale de la colline du château, András Weg, un collègue de Károly, exhume le vieux quartier juif de la ville qui date du XIe ou XIIe siècle. Ce site est impressionnant, c'est gigantesque. On aperçoit des caves qui datent des premières années de la ville, mais aussi du Moyen-Âge, de la période turque et de l'ère moderne. C'est donc un mélange très riche. Au XIIIe siècle, les Tartares ont massacré la moitié de la population hongroise. Pourtant, la ville de Budapest a connu un essor formidable sous le règne du roi Béla IV, qui a pris la décision de déplacer la ville vers les collines de Buda, la protégeant ainsi des futures attaques et lui permettant de prospérer. On a fait venir des gens de l'Europe entière pour participer à la reconstruction de la ville. C'est ainsi qu'à l'extrémité ouest de la colline du château s'est constitué un quartier juif. J'ai vu que vous marchiez sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'on exhume des quantités énormes de céramique et d'ossements d'animaux sur des sites comme celui-ci. Ils ne sont pas d'une grande importance, alors ils traînent par terre. Dans le quartier juif, je suppose que nous ne trouverons pas d'os de porc. Aujourd'hui, il n'y a que des bulldozers. Mais d'ici quelques années, il pourrait bien y avoir un immeuble.
Le terrain est la propriété de l'État et à défaut de projet de construction, le sort de ce site demeure indéterminé. Mais la loi stipule qu'un chantier situé sur un site historique doit être préalablement examiné par des archéologues. Parfois, comme c'est le cas pour les fouilles qu'entreprend Caroli sous l'hôtel, les ruines sont conservées. Mais la plupart du temps, le site est rempli de sable afin de préserver les vestiges. Le sable est ensuite recouvert d'une couche de béton qui servira de fondation au futur immeuble. Pour les archéologues urbains, c'est parfois un crève-cœur de devoir enterrer un site de fouilles. Mais dans la plupart des cas, ils savent que les travaux de déblai qui précèdent un nouveau chantier sont souvent le seul moyen de faire des découvertes en milieu urbain. Bon, on descend. Nous sommes déjà à 3 mètres sous le niveau de la chaussée. Et j'ai l'impression que nous allons encore descendre de 6 ou 7 mètres. Oh oui, c'est un mikvé. Et il y a encore de l'eau dedans. Le mikvé est un bassin rituel chez les Juifs. Les hommes et les femmes s'y baignent pour s'y purifier. Il y a de l'eau à l'intérieur? Oui, de l'eau naturelle. Celui-ci, il le remplissait avec l'eau de pluie qui s'écoulait de la surface. Chaque bassin était enfoui sous le niveau de la demeure. Un conduit installé dans la pièce centrale permettait de recueillir les eaux de pluie. Une fois remplis, les participants pouvaient s'immerger entièrement dans le bassin. C'est une nouvelle découverte. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Budapest? Bien sûr, il y a beaucoup de choses ici. C'est une vieille cité qui a un passé très riche. Il existe de nombreux endroits d'où l'on peut exhumer un tas de choses inattendues. Les vivres, l'eau et le couvert sont 3 éléments indispensables pour subsister. Pendant des siècles, le sous-sol de Budapest a fourni un gîte à ses habitants et les a approvisionnés en eau. On ne saurait nier que la ville, plus que tout autre au monde, doit son existence aux galeries de grottes qui parcourent son sous-sol. Si aujourd'hui, il est devenu un terrain de jeu pour spéléologues et chasseurs de trésors, plus qu'un refuge ou un saint nourricier, le sous-sol de Budapest renferme encore des secrets qui remontent à la nuit des temps. Aujourd'hui, les experts eux-mêmes ne savent pas tout de ce monde enfoui sous leurs pieds. Mais qui sait ce qu'ils découvriront dans les années à venir? Un passage qui mène à une grotte inconnue, un tunnel dérobé, ou un trésor de vestiges médiévaux? Ou peut-être trouveront-ils en creusant sous ces rues les ruines d'aujourd'hui? Grande ville, chaque jour, de nouveaux immeubles, de nouvelles lignes de métro et de nouvelles chaussées sont mises en chantier. Mais à cause du vaste réseau de grottes et de la richesse du patrimoine historique enfoui sous Budapest, les archéologues doivent veiller à préserver le passé sans entraver la marche du progrès. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Caroli Magyar, du musée d'histoire de Budapest. Caroli Magyar est un des principaux archéologues de Budapest. Il est sollicité sur les chantiers importants pour déterminer si les travaux risquent d'exhumer le passé de la ville. Caroli et ses collègues ont découvert 2 nouveaux sites qui ont permis de réécrire l'histoire de Budapest. Le premier se trouve sous le chantier d'un nouvel hôtel. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un hôtel moderne. Mais nous avons trouvé des ruines médiévales dans les sous-sols de cet immeuble neuf. C'est encore en travaux, naturellement. Bien sûr. Et nous quittons l'ère moderne pour pénétrer dans le Moyen-Âge. D'accord. Une minute. Regardez ce que j'ai sous les yeux. Ce sont des os ou des outils? Ce sont des os d'animal. Juste en dessous, vous pouvez apercevoir des structures en bois qui datent du XVe siècle. L'hôtel se construit directement au-dessus du passé de Budapest. Et dans la partie destinée à servir de sous-sol, Caroli et ses collègues ont trouvé les ruines d'une tour du XVe siècle réputée indestructible. Cet édifice est une pièce essentielle de l'histoire du royaume fortifié qui siégeait autrefois en ces lieux. C'était un lieu stratégique. Il semble qu'aux alentours de la moitié du XVIe siècle, cette partie de l'édifice se soit effondrée, très probablement sous le feu de l'artillerie ennemie. Nous avons trouvé des boulets de canon à l'intérieur, des boulets en pierre. Vous plaisantez? Celui-ci a une vingtaine de centimètres de diamètre.
Mais de ce côté, il y en a de bien plus gros, C'est vrai? qui font 40 à 50 cm de diamètre. On comprend que des projectiles de cette taille devaient sérieusement endommager la structure. Au XVIe siècle, la ville de Buda subissait régulièrement des assauts. Depuis 100 ans, les Ottomans lançaient des attaques contre la ville et cette tour était une cible prioritaire. Elle protégeait l'aile sud des murs d'enceinte de la cité, sur les rives du Danube. Mais elle avait également une autre fonction qui n'a été découverte que très récemment. Elle permettait de pomper l'eau jusqu'au palais. Elle se situait à une soixantaine de mètres au-dessus de ce site, au pied de la colline. Il devait y avoir un mécanisme de pompage qui acheminait l'eau jusqu'au sommet de la colline. Cette tour protégeait une pompe à eau du Moyen-Âge, une source Jusqu'à la grande salle. Selon Szilard, il pourrait exister plusieurs centaines d'autres réseaux sous la ville qui attendent d'être explorés. Mais ils ne sont pas faciles à découvrir. Le développement urbain en surface rend de plus en plus difficile l'investigation de ce monde souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fossile. Nous avons un fossile de coquillage ici. C'est un morceau d'oursin. Mais que peut bien faire un fossile d'oursin 15 mètres sous Budapest? Étonnamment, il y a 8 millions d'années, cette grotte était immergée sous le lac Pannon, dont les eaux saumâtres se sont mystérieusement évaporées au cours des 10 000 dernières années. Autrefois, la Hongrie et la plupart des pays de la région étaient immergés sous le lac Pannon. Le fossile que j'ai trouvé date de cette époque. Par la suite, au terme d'un processus de plusieurs millions d'années, les sédiments marins et les ossements d'origine zoologique ont formé des couches de dolomite et de calcaire sur une profondeur proche de 1700 mètres. La région de Budapest a émergé comme une île. L'eau a fini par se retirer et les glissements tectoniques ont engendré les collines de Buda le long de la ligne de faille où coule désormais le Danube. Mais alors, comment les grottes se sont-elles formées? Le glissement des plaques tectoniques qui a donné naissance au relief de la ville a généré des failles et des fissures dans les nappes aquifères, dans lesquelles se sont formées d'importantes poches d'eau. Issue d'un processus qui a commencé il y a 2 millions d'années, cette eau riche en hydrogène sulfuré et en gaz carbonique est restée piégée à quelques mètres sous la surface terrestre. Au fil du temps, l'eau de pluie s'est infiltrée à travers le calcaire, augmentant le volume des nappes et l'enrichissant en éléments minéraux. Les eaux thermales ont dissous les roches pour se répandre à travers les canaux, créant des cavités et des galeries. 2 millions d'années plus tard, l'eau s'est retirée, mais les grottes perdurent. Aujourd'hui, ce monde souterrain recèle des millions d'années d'histoire. Pour y accéder, je dois me rendre sous le quartier de la colline du Château. La colline du Château est l'un des très anciens quartiers de la ville et abrite l'un des plus longs réseaux de galeries calcaires souterraines au monde. Je me rends à l'Université d'économie et de technologie de Budapest pour y rencontrer le docteur Tamás Mézos, un professeur qui a étudié ce monde enfoui sous la capitale. Il existe une autre ville sous les rues de la colline du Château. C'est vrai. Nous disposons d'un vaste réseau de galeries souterraines, comme il n'en existe nulle part ailleurs. Ce réseau a été redécouvert en 1818, lorsqu'un cheval a littéralement été happé par le sol. Les autorités ont alors décidé de mener une enquête. Quelques années plus tard, la municipalité avait établi un relevé très détaillé des galeries situées sous la ville. Mais au tournant du siècle, ce précieux document a disparu. Aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est devenu. Les batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Mon séjour commence dans le dédale des galeries de Pálvölgy-Mátyásgy. Ce réseau a été découvert il y a tout juste un siècle. Aujourd'hui, c'est le terrain de jeu des explorateurs urbains. Szilard, Bienvenue dans les galeries de Pálvölgy-Mátyásgy. merci. Votre équipement est là-bas. Parfait, il faut que je me harnache. Je rejoins Szilard Drégos, explorateur de grottes urbaines. Szilard va me faire découvrir l'un des plus longs réseaux de galeries souterraines de Budapest. Nous sommes au milieu de la rue, n'est-ce pas? Il y a des maisons, des immeubles et une grotte en plein cœur de Budapest. Oui. On a répertorié sous Budapest près de 170 grottes souterraines formées par les sources thermales. Les galeries du réseau Pálvölgy-Mátyásgy font partie des plus récentes découvertes. Une carte des lieux a été dressée au début du XXe siècle. Le sol s'était brutalement dérobé sous les pieds d'une chèvre qui broutait.
Les résidents ont donc commencé à explorer les 20 km de labyrinthe en sous-sol. On ouvre la porte. Assurez bien chaque prise et chaque marche. D'accord. On a déjà descendu une dizaine de mètres et j'ai l'impression qu'il va falloir se glisser à travers un passage très étroit. C'est comme un parc d'attractions. D'accord, je me laisse glisser. Ça paraît facile quand on le voit faire. Si je dois mourir, dites à ma mère que je l'aime. Les grottes serpentent sur des kilomètres. Je ne m'attendais pas à un tel dédale sous une capitale. J'aurais pas dû manger autant de goulash. Nous avons déjà parcouru une quinzaine de mètres en profondeur et la caverne s'enfonce davantage. Le point le plus profond des grottes se situe à une centaine de mètres sous la surface. Au-dessus de nous, il y a donc une maison, une route et des voitures. Ouais, il y a tout ça. Montrez-moi où nous sommes. Où est-ce qu'on est entré? On est entré ici, on a glissé par là, jusqu'à la grande salle. Selon Szilard, il pourrait exister plusieurs centaines d'autres réseaux sous la ville qui attendent d'être explorés. Mais ils ne sont pas faciles à découvrir. Le développement urbain en surface rend de plus en plus difficile l'investigation de ce monde souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fossile. Nous avons un fossile de coquillage ici. C'est un morceau d'oursin. Mais que peut bien faire un fossile d'oursin 15 mètres sous Budapest? Étonnamment, il y a 8 millions d'années, cette grotte était immergée sous le lac Pannon, dont les eaux saumâtres se sont mystérieuses et intenses, sous terre. Des kilomètres de galeries serpentent le long des entrailles de Budapest. Mais c'est dans le réseau de grottes situées sous la colline du château que l'histoire de la ville a débuté. Les parcourir revient à remonter le temps jusqu'à la période glaciaire. L'histoire des grottes remonte au XIIIe siècle, à l'époque où le royaume hongrois était situé le long des plaines du Danube. Un terrain trop accessible qui a permis aux envahisseurs tartares d'anéantir des villages entiers et de massacrer la moitié de la population, laissant derrière eux un champ de ruines. Le souverain de l'époque était le roi Béla IV, à qui l'on attribue la reconstruction du royaume après sa mise à sac par les barbares. Béla IV a commencé par déplacer le siège du royaume vers les collines de Buda. Une manœuvre stratégique, car il connaissait l'existence des grottes et des puits qu'elles abritaient. Le royaume était enfin protégé en amont et en aval. Au Moyen-Âge, les 300 foyers de Buda étaient situés au-dessus de 285 sources thermales. Ainsi, la plupart des habitants avaient-ils accès au premier niveau des grottes depuis leur cave, une commodité dont ils ont fait bon usage. Le vaste réseau de grottes qui serpente sous la ville est devenu une voie de communication souterraine. Mais pas pour longtemps. Les propriétaires des maisons ont peu à peu fait murer des portions de ce réseau, empêchant toute circulation. Au fil du temps, le grand labyrinthe est devenu une succession de caves individuelles. Aujourd'hui, la plupart des maisons de la colline du château possèdent un accès à cet espace souterrain préservé. Sous la surface, chaque demeure dispose d'un sous-sol. En dessous se trouvent les caves voûtées utilisées par les Turcs à l'époque médiévale et enfin le niveau des grottes naturelles. Et je suis un des rares privilégiés à pouvoir y accéder. Eric? Zoltán Bene est un ingénieur civil à la retraite. Il est accompagné d'Adina, notre interprète. Zoltán connaît ce réseau souterrain comme sa poche. C'est lui qu'on appelle en pleine nuit chaque fois qu'un explorateur en herbe s'aventure dans ce réseau, mais ne peut plus en sortir. C'est un labyrinthe incroyable. Je vois des couloirs ici, là, dans toutes les directions. Là, on aperçoit de la roche naturelle, des pierres anciennes et contemporaines. À la différence du réseau Palvelgi-Matiashgi, plus excentré, celui-ci a été habité dès l'époque romaine par tous les résidents de la colline du château. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer la roche naturelle des constructions. Ce réseau de galeries souterraines, comme il n'en existe nulle part ailleurs.
Ce réseau a été redécouvert en 1818, lorsqu'un cheval a littéralement été happé par le sol. Les autorités ont alors décidé de mener une enquête. Quelques années plus tard, la municipalité avait établi un relevé très détaillé des galeries situées sous la ville. Mais au tournant du siècle, ce précieux document a disparu. Aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est devenu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le 9e et le 13e siècle, il existait pratiquement une ville parallèle. Il est regrettable que nous ne disposions plus du relevé géologique. Et il est essentiel que nous entreprenions une nouvelle étude, car ce réseau de galeries fait partie de notre héritage. Un héritage en grande partie oublié, enveloppé de mystères et scellé dans les grottes de la colline du château. Mais je me suis procuré un laissez-passer. Aujourd'hui, les rues de Budapest grouillent de commerces et de chalands, de touristes et d'hommes d'affaires. Chacun vaque à ses activités. Cet ancien poste avancé de l'armée romaine est désormais une métropole animée. Mais bien avant que les gratte-ciels ne sortent de terre, Budapest connaissait déjà une activité intense, sous terre. Des kilomètres de galeries serpentent le long des entrailles de Budapest. Mais c'est dans le réseau de grottes situées sous la colline du château que l'histoire de la ville a débuté. Les parcourir revient à remonter le temps jusqu'à la période glaciaire. L'histoire des grottes remonte au XIIIe siècle, à l'époque où le royaume hongrois était situé le long des plaines du Danube. Un terrain trop accessible qui a permis aux envahisseurs tartares d'anéantir des villages entiers et de massacrer la moitié de la population, laissant derrière eux un champ de ruines. Le souverain de l'époque était le roi Béla IV, à qui l'on attribue la reconstruction du royaume après sa mise à sac par les barbares. Béla IV a commencé par déplacer le siège du royaume vers les collines de Buda. Une manœuvre stratégique, car il connaissait l'existence des grottes et des puits qu'elles abritaient. Le royaume était enfin protégé en amont et en aval. Au Moyen-Âge, les 300 foyers de Buda étaient situés au-dessus de 285 sources thermales. Ainsi, la plupart des habitants avaient-ils accès au premier niveau des grottes depuis leur cave. Une commodité dont ils ont fait bon usage. Le vaste réseau de grottes qui serpente sous la ville est devenu une voie de communication souterraine. Mais pas pour longtemps. Les propriétaires des maisons ont peu à peu fait murer des portions de ce réseau, empêchant toute circulation. Au fil du temps, le grand labyrinthe est devenu. Mais une épaisse couche de béton m'empêche d'aller plus loin. Car en 1951, la police secrète hongroise a fait irruption dans la chapelle pour arrêter les moines pauliniens avant de sceller l'accès souterrain qui menait aux sources. D'après mes estimations, il s'agissait certainement de la cave de la chapelle de Roche. J'en déduis également que Saint-Yvan était plus mince que moi, car le passage est étroit. Aucune étude sérieuse n'a été menée sur cette grotte dérobée. Mais les quelques indices glanés ne font que renforcer le mystère qui entoure ce moine légendaire. Les habitants et les milliers de touristes qui se rendent quotidiennement au bain ignorent l'existence du monde aquatique qui s'étend sous leurs pieds. Un monde où les siphons modernes puisent l'eau de sources anciennes, perpétuant les baignades aux vertus curatives auxquelles s'adonnaient déjà les Romains, les Turcs, et qui sait, peut-être même un moine ermite nommé Saint-Yvan. Je me trouve dans un des nombreux tunnels du métro de Budapest. Mais ici, construire le métro ou entreprendre le moindre chantier urbain n'est pas une tâche aisée. Dès que vous creusez, vous tombez sur une grotte, une source thermale ou un hôpital souterrain. Les urbanistes doivent donc relever le défi suivant. Comment construire une ville moderne en surface sans détruire le sous-sol? À Budapest, les archéologues sont de véritables chasseurs de trésors. Car dès que l'on creuse le sol, il y a de fortes chances que l'on exhume des vestiges inestimables. Ici, comme dans la plupart des grandes villes, chaque jour, de nouveaux immeubles, de nouvelles lignes de métro et de nouvelles chaussées sont mises en chantier. Mais à cause du vaste réseau de grottes et de la richesse du patrimoine historique enfoui sous Budapest, les archéologues doivent veiller à préserver le passé sans entraver la marche du progrès. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Caroline Magyar, du musée d'histoire de Budapest.
Károly Magyar est un des principaux archéologues de Budapest. Il est sollicité sur les chantiers importants pour déterminer si les travaux risquent d'exhumer le passé de la ville. Károly et ses collègues ont découvert 2 nouveaux sites qui ont permis de réécrire l'histoire de Budapest. Le premier se trouve sous le chantier d'un nouvel hôtel. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un hôtel moderne. Mais nous avons trouvé des ruines médiévales dans les sous-sols de cet immeuble neuf. C'est encore en travaux, naturellement. Bien sûr. Et nous quittons l'ère moderne pour pénétrer dans le Moyen-Âge. D'accord. Une minute. Regardez ce que j'ai sous les yeux. Ce sont des os ou des outils? Ce sont des os d'animal. Juste en dessous, Au XIIe siècle. Ce site est impressionnant, c'est gigantesque. on aperçoit des caves qui datent des premières années de la ville, mais aussi du Moyen-Âge, de la période turque et de l'ère moderne. C'est donc un mélange très riche. Au XIIIe siècle, les Tartares ont massacré la moitié de la population hongroise. Pourtant, la ville de Budapest a connu un essor formidable sous le règne du roi Béla IV, qui a pris la décision de déplacer la ville vers les collines de Buda, la protégeant ainsi des futures attaques et lui permettant de prospérer. On a fait venir des gens de l'Europe entière pour participer à la reconstruction de la ville. C'est ainsi qu'à l'extrémité ouest de la colline du château s'est constitué un quartier juif. J'ai vu que vous marchiez sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'on exhume des quantités énormes de céramique et d'ossements d'animaux sur des sites comme celui-ci. Ils ne sont pas d'une grande importance, alors ils traînent par terre. Dans le quartier juif, je suppose que nous ne trouverons pas d'os de porc. Aujourd'hui, il n'y a que des bulldozers. Mais d'ici quelques années, il pourrait bien y avoir un immeuble. Le terrain est la propriété de l'État et à défaut de projet de construction, le sort de ce site demeure indéterminé. Mais la loi stipule qu'un chantier situé sur un site historique doit être préalablement examiné par des archéologues. Parfois, comme c'est le cas pour les fouilles qu'entreprend Károly sous l'hôtel, les ruines sont conservées. Mais la plupart du temps, le site est rempli de sable afin de préserver les vestiges. Le sable est ensuite recouvert d'une couche de béton qui servira de fondation au futur immeuble. Pour les archéologues urbains, c'est parfois un crève-cœur de devoir enterrer un site de fouilles. Mais dans la plupart des cas, ils savent que les travaux de déblai qui précèdent un nouveau chantier sont souvent le seul moyen de faire des découvertes en milieu urbain. Bon, on descend? Nous sommes déjà à 3 mètres sous le niveau de la chaussée. Et j'ai l'impression que nous allons encore descendre de 6 ou 7 mètres. Oh oui, c'est un mikvé. Et il y a encore de l'eau dedans. Le mikvé est un bassin rituel chez les Juifs. Les hommes et les femmes s'y baignent pour s'y purifier. Il y a de l'eau à l'intérieur? Oui, de l'eau naturelle. Celui-ci, il le remplissait avec l'eau de pluie qui s'écoulait de la surface. Chaque bassin était enfoui sous le niveau de la demeure. Un conduit installé dans la pièce centrale permettait de recueillir les eaux de pluie. Une fois remplis, les participants pouvaient s'immerger entièrement dans le bassin. C'est une nouvelle découverte. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Budapest? Bien sûr, il y a beaucoup de choses ici. C'est une vieille cité qui a un passé très riche. Il existe de nombreux endroits d'où l'on peut exhumer un tas de choses inattendues. Les vivres, l'eau et le couvert sont 3 éléments indispensables pour subsister. Pendant des siècles, le sous-sol de Budapest. Ces véhicules atteignent 10 tonnes. Lors de leur déplacement en ville, ils génèrent une onde de choc qui se propage à travers la roche calcaire. Les vibrations permanentes fragilisent les failles présentes dans les grottes qui menacent de s'effondrer. Afin de prévenir de plus amples dégâts, les bus sont proscrits de la colline du château. Ils ont été remplacés par des minibus qui assurent le transport en commun. Mais il n'existe aucun moyen de protéger les grottes contre la nature. La roche calcaire est extrêmement sensible à l'érosion due aux pluies acides que subissent toutes les grandes agglomérations. Tandis que la pollution s'accentue en surface et que les pluies acides continuent à s'infiltrer dans les grottes souterraines, les fondations calcaires de la ville s'effritent au fil du temps lorsqu'elles ne sont pas consolidées. Au cours des siècles, les grottes ont donné du fil à retordre aux ingénieurs. Mais ce sont les rares structures de la ville qui ont résisté aux bombardements intensifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plus de 80% de la colline du château ont été détruits, mais le réseau de galeries a permis à l'armée de poursuivre ses opérations sous terre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie était alliée à l'Allemagne nazie. Se préparant à combattre dans les rues de la ville, les forces de l'Axe ont raccordé le réseau de grottes en faisant sauter les murs installés par les propriétaires des maisons. Le dédale de galeries leur servait à déplacer les troupes d'un côté à l'autre de la ville. Cette salle leur servait de QG. Dans ces locaux situés sous la chaussée, ils ont installé l'eau et l'électricité, des sanitaires et des filtres à air. C'était une sirène? On l'a déclenchée en cas de raid aérien ou pour alerter les soldats? Ça devait faire plus de bruit que ça. Mais ça donne une idée de la fonction de cette salle pendant la guerre. Des guerres du Moyen-Âge à la bataille de Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale, les générations successives ont exploité les grottes millénaires enfouies sous la colline du château. Aujourd'hui, les habitants de Budapest commencent tout juste à explorer ce monde parallèle qui a été placé sous le sceau du secret durant la majeure partie du XXe siècle. Cet immeuble est l'un des rares bâtiments qui ont survécu au siège des Russes durant la Seconde Guerre mondiale. Les combats ont duré 2 mois. Les bombardements ont détruit plus de 70% des immeubles de la ville et fait de nombreuses victimes. Totalement encerclés, les armées hongroises et allemandes n'avaient qu'un endroit pour battre en retraite, sous terre. Au cours de son histoire, Budapest a été assiégée 32 fois. Mais le siège de la Seconde Guerre mondiale aura été de loin le plus destructeur. Quelques jours avant la fin 1944, une pluie de bombes s'abat sur Budapest. Une fois de plus, comme ce fut le cas pendant près d'un millénaire, la population et les troupes hongroises se réfugient dans les grottes de la colline du château. Les civils utilisent les sous-sols de leurs maisons comme abris entiers. Mais alors, comment les grottes se sont-elles formées? Le glissement des plaques tectoniques qui a donné naissance au relief de la ville a généré des failles et des fissures dans les nappes aquifères, dans lesquelles se sont formées d'importantes poches d'eau. Issu d'un processus qui a commencé il y a 2 millions d'années, cette eau riche en hydrogène sulfuré et en gaz carbonique est restée piégée à quelques mètres sous la surface terrestre. Au fil du temps, l'eau de pluie s'est infiltrée à travers le calcaire, augmentant le volume des nappes et l'enrichissant en éléments minéraux. Les eaux thermales ont dissous les roches pour se répandre à travers les canaux, créant des cavités et des galeries. 2 millions d'années plus tard, l'eau s'est retirée, mais les grottes perdurent. Aujourd'hui, ce monde souterrain recèle des millions d'années d'histoire. Pour y accéder, je dois me rendre sous le quartier de la colline du château. La colline du château est l'un des très anciens quartiers de la ville et abrite l'un des plus longs réseaux de galeries calcaires souterraines au monde. Je me rends à l'Université d'économie et de technologie de Budapest pour y rencontrer le docteur Tamás Mézos, un professeur qui a étudié ce monde enfoui sous la capitale. Il existe une autre ville sous les rues de la colline du château. C'est vrai. Nous disposons d'un vaste réseau de galeries souterraines, comme il n'en existe nulle part ailleurs. Ce réseau a été redécouvert en 1818, lorsqu'un cheval a littéralement été happé par le sol. Les autorités ont alors décidé de mener une enquête. Quelques années plus tard, la municipalité avait établi un relevé très détaillé des galeries situées sous la ville. Mais au tournant du siècle, ce précieux document a disparu. Aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est devenu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le 9e et le 13e siècle, il existait pratiquement une ville parallèle. Il est regrettable que nous ne disposions plus du relevé géologique. Et il est essentiel que nous entreprenions une nouvelle étude, car ce réseau de galeries fait partie de notre héritage. Un héritage en grande partie oublié, enveloppé de mystères et scellé dans les grottes de la colline du château. Mais je me suis procuré un laissez-passer. Aujourd'hui, les rues de Budapest grouillent de commerces et de chalands, de touristes et d'hommes d'affaires. Chacun vaque à ses activités. Cet ancien poste avancé de l'armée romaine est désormais une métropole animée. Mais bien avant que les gratte-ciels ne sortent de terre, Budapest connaissait déjà une activité intense, sous terre. Des kilomètres de galeries serpentent le long des entrailles de Budapest.
Mais c'est dans le réseau de grottes situé sous la colline du château que l'histoire de la ville a débuté. Puis la reconstruction du royaume après sa mise à sac par les barbares. Béla IV a commencé par déplacer le siège du royaume vers les collines de Buda. Une manœuvre stratégique, car il connaissait l'existence des grottes et des puits qu'elles abritaient. Le royaume était enfin protégé en amont et en aval. Au Moyen-Âge, les 300 foyers de Buda étaient situés au-dessus de 285 sources thermales. Ainsi, la plupart des habitants avaient-ils accès au premier niveau des grottes depuis leur cave. Une commodité dont ils ont fait bon usage. Le vaste réseau de grottes qui serpente sous la ville est devenu une voie de communication souterraine. Mais pas pour longtemps. Les propriétaires des maisons ont peu à peu fait murer des portions de ce réseau, empêchant toute circulation. Au fil du temps, le grand labyrinthe est devenu une succession de caves individuelles. Aujourd'hui, la plupart des maisons de la colline du château possèdent un accès à cet espace souterrain préservé. Sous la surface, chaque demeure dispose d'un sous-sol. En dessous se trouvent les caves voûtées utilisées par les Turcs à l'époque médiévale et enfin le niveau des grottes naturelles. Et je suis un des rares privilégiés à pouvoir y accéder. Eric? Zoltán Bene est un ingénieur civil à la retraite. Il est accompagné d'Adina, notre interprète. Zoltán connaît ce réseau souterrain comme sa poche. C'est lui qu'on appelle en pleine nuit chaque fois qu'un explorateur en herbe s'aventure dans ce réseau, mais ne peut plus en sortir. C'est un labyrinthe incroyable. Je vois des couloirs ici, là, dans toutes les directions. Là, on aperçoit de la roche naturelle, des pierres anciennes et contemporaines. À la différence du réseau Palvelgi-Matiashgi, plus excentré, celui-ci a été habité dès l'époque romaine par tous les résidents de la colline du château. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer la roche naturelle des constructions. Chaque partie appartient à une maison différente. Tiens, cet escalier a l'air assez primitif. Cet escalier, comme tant d'autres, mène aux maisons médiévales et aux immeubles situés à la surface. Sous la chaussée, différentes époques se côtoient. Dans ces pièces isolées, les habitants mettaient leurs objets de valeur à l'abri des percepteurs. On pouvait donc creuser un espace pour y entreposer de la nourriture et des objets de valeur, sceller le tout, afin que le percepteur ou les envahisseurs ne découvrent rien. Dans cette cellule de fortune, on emprisonnait les ivrognes de la ville. On enchaînait les gens, c'est ça? Absolument. Ça devait calmer